Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent d'automne soufflait sur les rues pavées de Charleston, apportant avec lui une atmosphère lourde et tendue. Henry Whitman, vieil homme de 78 ans, avançait lentement sur le trottoir, appuyé sur sa canne en bois de chêne. Sa démarche était mesurée, presque cérémoniale, témoignant de l'élégance et de la dignité acquises après des décennies de vie bien remplie. Peu de passants auraient deviné que derrière ce visage ridé et cette silhouette frêle se cachait le père du gouverneur Jonathan Whitman, l'un des hommes les plus puissants de l'État. Henry avait toujours été un homme respecté. Ancien professeur, philanthrope discret, il connaissait tous les habitants du quartier. Pourtant, ce jour-là, le destin allait le placer au centre d'un événement qui bouleverserait la ville entière. Derek Collins, jeune policier impulsif et arrogant, patrouillait dans le quartier. Avec ses idées arrêtées et son tempérament autoritaire, il cherchait la moindre occasion pour imposer son autorité. Lorsqu'Henry, distrait par une feuille morte tourbillonnante, heurta par accident le pare-choc d'une voiture, Collins intervint immédiatement, son esprit déjà assombri par des préjugés qu'il refusait de reconnaître. « Et reculez !» cria Collins, sans même prendre le temps d'observer la scène. Henry leva timidement les mains, tentant de s'expliquer, mais sa voix faible se perdit dans le vent. Le policier, aveuglé par sa colère et son instinct de domination, frappa brutalement le vieil homme. La canne d'Henry vola, et il s'effondra lourdement sur le trottoir. Le choc résonna comme un coup de tonnerre dans le quartier silencieux. Les passants, figés, regardaient, horrifiés, mais aucun n'osa s'interposer. Henry gémissait, tentant de se relever, mais Collins ne ralentissait pas. Chaque coup semblait nourri par une rage sourde, un mélange de frustration et de préjugés raciaux. L'officier ignorait totalement qui était la victime. Il ignorait que cet homme fragile était le père du gouverneur Whitman, et que chaque action qu'il commettait scellerait son destin de manière irréversible. Au loin, dans les bureaux luxueux du gouvernement, Jonathan Whitman allait recevoir un appel qui changerait sa journée et sa vie. La brutalité infligée à son père déclencherait une tempête politique et personnelle. Ce qui avait commencé comme un simple incident de rue allait se transformer en un affrontement de pouvoir, de vengeance et de justice. Le destin venait de frapper, et personne ne pourrait l'arrêter. Le téléphone vibra sur le bureau en acajou massif de Jonathan Whitman. Il était tard, la lumière des lampes du bureau jetant une lueur orangée sur les murs tapissés de photos de famille et de souvenirs de campagne. Jonathan décrocha, pensant à un banal rapport de sécurité, mais la voix tremblante à l'autre bout de la ligne le figea. « Monsieur le gouverneur, c'est votre père, il a été frappé. » Le cœur de Jonathan se serra. Henry Whitman, 78 ans, le pilier de sa vie, avait été attaqué. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il enfilait sa veste et quittait précipitamment le bureau, son esprit bouillonnant de colère et d'inquiétude. Arrivé sur les lieux, Jonathan trouva un attroupement de voisins murmurant, effrayés. Au centre, allongé sur le trottoir, son visage marqué par la douleur et l'humiliation, se trouvait son père. Ses vêtements étaient froissés, sa canne brisée à ses côtés. L'odeur du froid humide et du béton mouillé remplissait l'air, mais ce qui transperçait le cœur de Jonathan, c'était la rage silencieuse de voir son père ainsi maltraité. Derek Collins, le policier qui avait frappé Henry, se tenait nonchalamment à quelques pas, comme s'il n'avait rien fait de mal. Mais Jonathan, connaissant l'identité de l'agresseur et la gravité de la situation, sentit la colère monter en lui comme un feu incontrôlable. « Officer Collins » commença Jonathan, la voix froide mais chargée d'autorité. « Oui, monsieur le gouverneur » répondit le policier, inconscient du lien familial qui venait de le condamner. Jonathan inspira profondément, retenant ses émotions pour l'instant. Il se pencha vers son père, l'aidant à se relever. « Papa, ça va aller, je suis là maintenant. » Les voisins se dispersèrent lentement, chuchotant sur ce qu'ils venaient de voir. Mais dans l'esprit de Jonathan, une seule pensée résonnait, la justice ne pouvait pas attendre. Il savait qu'un simple rapport interne de la police ne suffirait pas. Collins devait répondre de ses actes, et l'injustice qu'il venait de commettre ne resterait pas impunie. Ce soir-là, le gouverneur prit une décision silencieuse mais déterminée,
il allait utiliser tous les moyens à sa disposition pour que Derek Collins comprenne la gravité de ses actes. Mais au-delà de la justice, il y avait une question plus personnelle qui brûlait dans son esprit: comment un homme pouvait-il frapper quelqu'un comme son père, sans connaître son identité ni sa valeur? Les rues de Charleston étaient calmes, mais pour Jonathan Whitman, le calme était trompeur. Une tempête venait de commencer, et il était prêt à affronter chaque vague. Le lendemain matin, Charleston se réveillait sous un ciel gris chargé de pluie. Les journaux et les réseaux sociaux bruissaient déjà de rumeurs sur l'altercation dans le quartier résidentiel. Jonathan Whitman, gouverneur de l'État, n'avait dormi que quelques heures. Son esprit tournait sans cesse autour de Derek Collins, le policier qui avait osé frapper son père, et de la manière dont il allait obtenir justice. Jonathan commença par se rendre au commissariat central, accompagné de son chef de cabinet et de son avocat personnel. L'atmosphère y était tendue. Les officiers présents échangeaient des regards nerveux, conscients de la position du gouverneur, mais certains feignaient l'indifférence. « Où est l'officier Collins ?» demanda Jonathan, d'une voix glaciale. Un jeune officier hésita avant de répondre. « Il est en congé administratif pour le moment, monsieur le gouverneur. » Jonathan fronça les sourcils. « Congé administratif ? Après avoir frappé mon père ? Vous appelez ça une sanction ? » L'avocat de Jonathan, Margaret Lann, intervint calmement mais fermement. « Monsieur le gouverneur, nous avons le droit de demander un rapport officiel sur l'incident et de convoquer l'officier pour enquête. Mais je vous conseille de documenter chaque détail dès maintenant. » Pendant ce temps, Derek Collins était chez lui, inconscient du chaos qu'il avait déclenché. Il se vantait presque de son autorité, convaincu d'avoir fait son devoir. Mais à peine avait-il pris son café que son téléphone vibra. Le numéro affiché était celui du bureau du gouverneur. « Officer Collins » dit Jonathan d'une voix impitoyable. « Vous avez frappé mon père hier. Vous réalisez à quel point c'est grave ? » Collins, surpris, bafouilla. « Monsieur le gouverneur ? Je ne savais pas que c'était votre père. » Jonathan ne lui laissa pas finir. L'ignorance n'excuse pas la violence. Vous allez devoir répondre de vos actes, et croyez-moi, personne ne vous protégera cette fois. Mais Jonathan savait que la confrontation directe ne suffirait pas à elle seule. Il devait également contrôler la perception publique. Il donna l'ordre à son équipe de préparer une déclaration officielle, soulignant l'injustice et promettant une enquête complète, tout en montrant un visage calme mais déterminé. Plus tard dans la journée, Jonathan rendit visite à son père à son domicile. Henry Whitman était encore faible, mais son regard trahissait une force intérieure incroyable. « Papa ?» dit Jonathan en s'asseyant à côté de lui. « Je vais m'assurer qu'il paie pour ce qu'il a fait. Pas seulement pour vous, mais pour que personne d'autre ne subisse ce qu'on vous a fait. » Henry, touchant la main de son fils, sourit faiblement. « Jonathan, la colère est naturelle, mais la sagesse consiste à agir avec stratégie. Tu es mon fils. Je sais que tu sauras trouver le bon équilibre entre justice et prudence. » Jonathan acquiesça. À cet instant, il savait que cette affaire allait devenir bien plus qu'une simple sanction policière. C'était le début d'une lutte pour la vérité, la justice et le respect de sa famille, une bataille qui allait ébranler la police, la politique et la ville entière. Jonathan Whitman savait que la justice officielle seule ne suffirait pas. Derek Collins, bien qu'ayant frappé son père en public, avait toujours des appuis au sein du commissariat. Le gouverneur devait agir avec prudence et stratégie. Il commença par convoquer Margaret Lann, son avocate, et David Simmons, son chef de sécurité personnelle. Dans le bureau privé du gouverneur, Jonathan exposa son plan. « Nous ne pouvons pas simplement nous fier au rapport de la police. Collins se protège derrière ses collègues et ses procédures. Nous devons enquêter nous-mêmes, découvrir ses faiblesses, ses abus passés, et construire un dossier solide. » Margaret acquiesça. « Nous allons recueillir des témoignages, examiner les plaintes antérieures, et utiliser tout le matériel vidéo disponible. Charleston a des caméras de surveillance un peu partout. Nous pourrions avoir des preuves irréfutables. » Jonathan donna l'ordre de commencer une enquête discrète. David et une équipe de confiance furent envoyés pour interroger les voisins et témoins de l'incident. Rapidement,
des détails émergèrent. Derek Collins avait un passé trouble, impliquant des altercations injustifiées et des comportements agressifs envers des citoyens innocents, souvent motivés par des préjugés raciaux. Mais ce qui troubla le plus Jonathan fut un élément inattendu. Collins avait tenté, quelques mois plus tôt, de cacher une affaire disciplinaire où il avait sévèrement maltraité un jeune homme noir. Si cela devenait public, cela suffirait à ruiner sa carrière et renforcer la position du gouverneur dans la lutte pour la justice. Pendant ce temps, Derek Collins, ignorant que son passé allait le rattraper, commença à ressentir une tension inhabituelle. Ses supérieurs lui envoyèrent des messages sur les enquêtes en cours, mais il ne comprenait pas encore l'ampleur du danger. Jonathan, de son côté, prit un moment pour réfléchir. Il savait que la confrontation directe devait être calculée. Il ne voulait pas seulement punir Collins pour son acte envers son père, mais également exposer un problème systémique, la brutalité et l'injustice qui régnaient dans certaines sections de la police. En fin d'après-midi, Jonathan fit venir son père chez lui pour discuter des prochaines étapes. Henry, bien que toujours faible, posait un regard perçant sur son fils. « Jonathan » dit Henry d'une voix faible mais ferme. « Rappelle-toi que la vengeance seule ne rend pas justice. Il faut frapper au bon endroit, au bon moment. Utilise ton pouvoir avec intelligence, pas avec colère. » Jonathan hocha la tête, conscient que la sagesse de son père guiderait ses actions. L'enquête allait se transformer en une bataille politique et morale, où chaque décision serait scrutée. Derek Collins ne savait pas encore que sa carrière, et peut-être sa liberté, étaient sur le point de s'effondrer. Cette fois, la justice ne serait pas aveugle. Et le gouverneur Whitman était prêt à tout pour s'assurer qu'elle frappe là où cela compte le plus. Les jours suivants, Jonathan Whitman mit en œuvre son plan avec une précision froide. Grâce aux témoignages des voisins, aux vidéos de surveillance et aux dossiers internes de la police, il avait constitué un dossier irréfutable contre Derek Collins. Mais il savait que la force de la justice résidait autant dans la perception publique que dans les preuves, il fallait que Collins soit exposé publiquement. Jonathan convoqua une conférence de presse dans la cour du Capitole de l'État. La pluie fine tombait, mais les caméras, journalistes et citoyens étaient présents en masse. Henry Whitman, malgré ses blessures, accompagnait son fils, symbole de dignité et de résilience. Jonathan s'avança vers le pupitre, regardant les dizaines de visages tendus. Sa voix, ferme et grave, résonna dans l'air humide. Hier, un citoyen respecté de Charleston a été victime d'une violence inacceptable, infligée par un officier de police censé protéger et servir. Cet homme, mon père, Henry Whitman, n'était ni une menace, ni un danger. Et pourtant, il tendit une enveloppe au journaliste, contenant toutes les preuves, vidéos, témoignages et rapports. Les caméras se rapprochèrent, capturant l'angoisse de Derek Collins, qui avait été averti de l'événement mais ignorait l'ampleur de la réaction. Bientôt, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Charleston et tout l'État virent Derek Collins pour ce qu'il était, un policier impulsif et brutal, dont les actions ne représentaient ni la loi ni la justice. Le scandale éclata. Les responsables du commissariat durent réagir, suspendant Collins immédiatement et ouvrant une enquête interne. Collins, désemparé, tenta de se défendre devant les caméras, mais chaque tentative se retournait contre lui. Les preuves étaient accablantes, et sa réputation s'effondra comme un château de cartes. Ce soir-là, Jonathan retourna voir son père. Henry, assis dans son fauteuil, observait la ville illuminée par les lampadaires et les reflets de pluie. « Papa » dit Jonathan, s'asseyant à côté de lui, « nous avons commencé à rétablir la justice. Mais ce n'est que le début. La police doit comprendre que ses actions ont des conséquences. » Henry sourit faiblement. « Mon fils, tu as agi avec sagesse et courage. La justice est une arme que l'on manie avec prudence, mais tu l'as fait parfaitement. » Jonathan savait qu'il restait encore beaucoup à faire. Collins n'était qu'un exemple parmi d'autres. Mais cette victoire symbolique envoyait un message clair, la brutalité ne resterait pas impunie, surtout lorsqu'elle touche des innocents. La ville respirait un peu plus librement, mais l'ombre des conflits à venir planait toujours sur Charleston. Le gouverneur Whitman était prêt à aller jusqu'au bout, pour son père et pour la justice. Les jours qui suivirent furent intenses. Derek Collins, désormais suspendu, se retrouvait isolé.
Ses collègues, autrefois silencieux face à ses excès, refusaient désormais de le couvrir. Les médias continuaient de diffuser les images de l'incident, et la pression publique sur la police atteignait son paroxysme. Jonathan Whitman, déterminé à aller jusqu'au bout, convoqua une réunion d'urgence avec le chef de la police et les responsables du département disciplinaire. Sa voix, ferme et autoritaire, résonna dans la grande salle. Le comportement de Derek Collins ne peut être toléré. Ces actions ont non seulement blessé mon père, mais elles ont également ébranlé la confiance du public envers notre force policière. Nous exigeons des mesures strictes et immédiates. L'enquête interne confirma tout. Collins avait un passé de brutalité injustifiée et de préjugés raciaux, et il avait violé plusieurs protocoles essentiels. Le verdict fut sans appel, révocation immédiate, suivie de poursuites judiciaires pour agression. Pendant ce temps, Henry Whitman, bien que toujours convalescent, retrouva sa dignité et sa sérénité. Il remercia son fils pour sa détermination. « Jonathan, tu as fait bien plus que protéger ton père. Tu as envoyé un message clair, la justice existe, même face au pouvoir et à l'injustice. » La ville de Charleston fut témoin de cette victoire symbolique. Les citoyens se sentirent entendus et protégés, et l'exemple de Collins servit d'avertissement aux policiers abusifs. L'incident devint une référence, un moment où la justice triompha grâce à la vigilance et au courage d'un homme au sommet du pouvoir, guidé par l'amour pour sa famille. Jonathan Whitman, assis aux côtés de son père, regarda les rues illuminées par le soleil du matin. Il savait que le combat pour une véritable justice était loin d'être terminé, mais cette bataille avait été gagnée. La dignité de sa famille et la confiance de la ville avaient été restaurées. Pour Henry Whitman, chaque cicatrice de l'attaque rappelait la fragilité de la vie, mais aussi la force de ceux qui osent défendre ce qui est juste. Et pour Jonathan, ce fut la confirmation que la justice, lorsqu'elle est guidée par la raison et le courage, finit toujours par triompher.